et je vais appeler sur scène Claire Koralowski de Média Performance, Guillaume Mounier de Danone et Sally Groult de PepsiCo pour expliquer comment on passe du retail média au shopper média ou comment du moins ces deux pratiques-là sont intégrées. Prenez chacun votre petit micro. Première question pour vous, Claire. Donc, Média Performance, c'est un acteur historique du shopper marketing. Donc, à une époque où le retail média n'existait pas encore, on n'en parlait pas. C'est quoi aujourd'hui la complémentarité entre... J'en reviens à ce sujet sémantique qu'on avait avec Laurence, Alexis. Shopper média, c'est quoi? C'est une brique du retail média. Comment est-ce que vous définissez? Est-ce qu'on définit l'un par rapport à l'autre? Alors moi, je pense que le retail média, il vit la même mutation que le média digital a vécu il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, ça a été amplement dit ce matin, on a besoin de considérer non seulement que le lieu de course, il a encore lieu aussi en magasin, en plus du on-site, donc l'omnicanalité du consommateur. Et aujourd'hui, il y a trois quarts des shoppers qui sont influencés par au moins 2,6 touchpoints, donc dans la phase de préparation et dans l'acte d'achat, qu'il soit on-site ou en magasin. Donc, quelque part, on a besoin de revenir sur ce shopper, revenir sur cet individu. On sait que la data nous donne cette opportunité de construire la bonne customer journée, de construire le bon parcours avec les bons stimuli médias. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, les deux se confondent. Le retail média est en train de devenir shopper média. Sally, donc vous gérez tout ce qui est shopper marketing chez PepsiCo et vous me disiez que c'était une structure qui était encore trop rare chez les industriels parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire qu'il faut parler différemment à un consommateur qui est devant son écran de télé qu'à un consommateur qui est sur le point de vente. Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous pour commencer. Effectivement, en fait, de ce qu'on constate, il n'y a pas tant d'industriels qui ont une cellule shopper marketing, shopper activation. Mais néanmoins, je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous êtes acheteur de croquettes pour chiens. Le consommateur, c'est le chien. Et l'acheteur, c'est le maître. Et évidemment, vous n'allez pas parler, entre guillemets, au chien de la même manière que vous allez parler au maître. Donc là, c'est un peu schématique, mais c'est le premier... Pour les enfants, ça marche aussi. Absolument. Ça marche mieux, peut-être. Je n'ai pas osé faire cette comparaison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, il peut y avoir une différence entre le consommateur et l'acheteur. Donc, on ne va pas adresser le même message. Et parfois, évidemment, le consommateur est le même que l'acheteur. Néanmoins, il n'a pas du tout le même état d'esprit quand il est tranquillement assis sur son canapé en train de regarder son smartphone et qu'il a une publicité qui lui arrive sur son téléphone. Probablement, il est un peu plus captif que quand il est en train de pousser son caddie, qu'il a 20 minutes pour faire ses courses et que fondamentalement, il est harcelé par 10 000 sollicitations dans le point de vente. Donc, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Et sur le point de vente, c'est quoi justement l'enjeu? C'est d'être celui qui, parmi ces 10 000 sollicitations pop-up? L'enjeu, clairement, sur le parcours shopper, ça va être d'émerger. Après, évidemment, selon l'enjeu marketing dans lequel vous allez être, vous n'allez pas activer la même chose si c'est une notion de notoriété ou de top of mind sur le point de vente ou si vraiment vous voulez faire de la conversion parce qu'au tout dernier moment, vous préférez qu'ils prennent Rockstar versus Crazy Tiger. Voilà. Guillaume, entre nous. Une petite question pour vous. Donc vous dirigez la structure retail média et shopper marketing. Pourquoi est-ce que justement chez Danone vous avez décidé d'intégrer les deux sous une même tutelle? Déjà bonjour à tous. En fait, tout est parti de la volonté d'être shopper centrique. Un peu comme le disait Sally, je pense que le shopper était un peu un oublié de ces dernières années. On a beaucoup travaillé le consommateur, on a beaucoup travaillé les catégories, et on a un peu oublié la personne qui shoppait, qui faisait les courses. Et une fois qu'on est shopper-centrique, quels sont les outils qui sont disponibles pour échanger, discuter, interagir avec ce shopper? Et parmi ces outils, il y en a qu'on connaissait déjà, qui était le POSM, donc la PLV. Et bien sûr, c'est énormément développé ces dernières années, tous les assets de retail média. Et donc, on a décidé chez Danone, il y a 3-4 ans, de mettre au sein de la même équipe l'ensemble des leviers pour interagir avec le shopper. Donc, le retail média au même niveau, finalement, que la PLV magasin. Et si je peux compléter, typiquement chez PepsiCo, on était trade marketing parce qu'on était au départ essentiellement rattaché à du développement de PLV et aujourd'hui on s'est transformé en shopper marketing pour intégrer exactement les mêmes enjeux, c'est-à-dire la partie PLV, mais surtout les éléments de shopper média. Donc je pense que c'est une différence de prisme entre
nos clients, enfin le distributeur, et nous, c'est-à-dire que nous, on ne voit pas ça en retail média, mais on voit ça comme un shopper média. Une question pour vous, Guillaume. François disait tout à l'heure que justement, faire une campagne d'extension d'audience, si derrière, c'est pas accompagné d'une opération de visibilité en magasin, ça peut être l'équivalent d'un coup d'épée dans l'eau. Vous preniez l'exemple d'une super campagne télé qui amène du monde, mais si derrière, ça convertit pas, en fait, vous avez bossé pour les concurrents, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Nous, donc moi, je dépends et c'est important en termes d'organisation, je crois qu'on va en parler juste derrière. Moi, je dépends de la direction marketing et ça aide pas mal pour avoir une approche upper funnel, lower funnel qui soit totalement intégrée. Parce qu'effectivement, si on fait la plus belle campagne télé du monde, mais quand le shopper arrive en point de vente, c'est votre concurrent qui fait une bonne campagne in-store, la décision d'achat, elle va aller un peu par le dernier message qui va avoir lieu. Encore plus s'il est associé à une réduction de prix. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum d'impact et d'efficience dans le choix d'allocation de nos budgets, de communiquer de manière la plus alignée possible pour que non seulement on travaille la préférence, comme le disait Sally, pour le consommateur quand il est dans son canapé, mais également quand ce consommateur est en situation d'achat, qu'il puisse vraiment se tourner vers nos produits. Vous avez justement un exemple de campagne qui met en avant cette omnicanalité pour une marque qui s'appelle Activia, qui a été faite avec Média Performance. Peut-être Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif qui a été mis en place pour justement faire parler de manière coordonnée upper funnel et bas funnel? Oui, tout à fait. Alors, je vais compléter déjà avec un chiffre. Aujourd'hui, si on s'intéresse qu'au haut du funnel, au moment de l'acte d'achat, qu'il soit on-site ou en magasin, il y a 42% des shoppers qui vont se décider à ce moment-là. Donc, ils vont potentiellement changer d'avis ou ils n'auront pas eu d'avis assez arrêté à domicile. Et donc il faut vraiment pouvoir capter. Donc, c'est le point que Guillaume... C'est aussi fort en ligne qu'en magasin, parce que j'ai l'impression qu'en magasin, il y a plus de tentations. C'est plus facile d'aller ailleurs qu'en ligne quand même. Alors, aujourd'hui, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une trace qui est faite dans la phase de préparation. Donc, de toute façon, quand on est influencé par entre 2 et 3 touchpoints, on comprend que je commence déjà à avoir une influence, mais on sait que c'est au moment de l'acte d'achat qu'il y a la dernière décision. Et là, voilà, en ligne comme en magasin, okay, on est sur à peu près 42% de cette décision qui est l'influence finale sur lequel, ce que tu viens de dire, il faut de fait être présent. Alors, sur Activia, qu'est-ce qu'on a cherché à faire pour effectivement une mise en avant de deux saveurs? On a mis en place un continuum, donc une présence en magasin avec un kakémono, donc de visibilité dans le point de vente. Et on a fait de l'extension d'audience, on en a pas mal parlé ce matin, donc des bannières ciblées sur les bons shoppers, sur la data Auchan, parce que tout ça était dans le même dispositif dans l'enseigne Auchan. Et on a mesuré l'impact non seulement de chaque campagne, si on les prend de façon individuelle, l'extension d'audience et puis la campagne magasin, et l'effet synergie. De se dire, ceux qui ont été exposés aux deux, quel est l'effet synergie qu'on va chercher. Alors, on est dans des coefficients entre 1,5 et 3, c'est-à-dire que si on regarde l'effet synergique complet, on est à 1,5. Et après, même si on regarde l'effet synergique d'une double exposition, même sur les achats digitaux, on est à 3,6, et ça, ce n'est pas forcément la raccourci qu'on a. En général, on se dit, OK, l'effet, il va porter pour le magasin, mais l'effet synergique, il est aussi pour les achats digitaux. Ouais. Et donc ça, c'est des chiffres qui forcément nous font rendre compte que c'est hyper pertinent. Pourtant, vous me disiez qu'il y a encore une petite friction dans les cellules. On a un peu du mal à se dire qu'il faut tout lancer d'un coup. Il y a un peu un sentiment de mettre tous les œufs dans le même panier, non? Oui, et puis les organisations. Alors là, on a de très bonnes organisations avec des cellules qui centralisent. Sinon, aujourd'hui, il y a quelquefois de l'achat d'activation shopper qui est fait parce que moi, je dois défendre mon e-commerce. C'est mon seul job dans ma vie. Il y en a d'autres, le seul job, c'est défendre le business magasin. Donc, pourquoi je mettrais de l'argent pour le business du voisin? Et en fait, c'est la combinatoire des deux qui va en fait être gagnante pour les deux. Mais l'organisation, quelquefois, n'est pas... Alors, c'est effectivement sur ce sujet d'orga, je pense que Danone et PepsiCo sont assez exemplaires sur ce qu'il faut mettre en place pour justement réussir à faire parler de concert ces deux jambes-là. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes structuré? Donc, vous reportez un Chief of Growth Officer, et derrière, comment ça s'articule? Oui, donc moi je reporte au Chief Growth Officer, donc membre du board, côté marketing quand même. Dans mon équipe, on est
on est agnostique finalement du channel, parce que de toute façon, en tant que shopper, un shopper, il va shopper autant online qu'in-store, enfin autant non, mais en tout cas, il va shopper et online et in-store. Et donc en fait, dans le scope, moi j'ai effectivement la partie e-commerce, la partie in-store, j'ai également la partie hors domicile. Donc c'est un scope qui est super large, mais qui permet vraiment de se dire, en fonction de là où se trouve le shopper, en fonction de là où je veux communiquer, je vais pouvoir m'adapter et investir au bon endroit. Il n'y a pas d'histoire de j'ai siloté mon budget en me disant l'année dernière j'avais tant en e-commerce, je remettrai la même chose en e-commerce, alors finalement ma campagne et mes shoppers que je veux toucher ne sont pas en e-commerce cette fois-ci. Ensuite, en termes d'organisation, on a décidé de vraiment se rapprocher avec la partie média. Et donc, donc on reporte Head of Shopper Activation et Head of Media, reporte à la même personne. Et on a décidé d'organiser autour de chaque brand manager, donc par exemple le brand manager de Evian, a autour de lui 2 experts, entre guillemets, un media manager, un shopper manager, et toutes les campagnes sont réfléchies par ce trinôme. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de savoir comment est-ce que je peux activer ma marque, à quel endroit je dois investir en haut de funnel, en bas de funnel. Donc les marques ont besoin de pouvoir s'appuyer là-dessus et de créer en fait ce triangle-là fonctionne super bien. Ça permet vraiment d'être agnostique de l'endroit où on veut investir dans le funnel pour vraiment se focuser sur c'est quoi l'objectif de ma marque, à qui je veux parler et comment, avec le budget dont je dispose, je vais adresser mon consommateur. Et vous avez même rajouté l'agence média à cette équation, notamment sur la partie retail média, parce qu'historiquement, c'était opéré en propre. Et justement, pour garder cette consistance, désormais, évidemment, sous votre supervision, le retail média est opéré par l'agence. Exactement. En gros, ça c'est assez récent, ça date de l'été dernier. On faisait tout finalement en direct sur la partie bas de funnel, côté donc retail média et shopper activation. Il y a quand même un marché qui se complexifie. On a des vrais enjeux au niveau de la mesure. On a des vrais enjeux également à vouloir aligner les KPI médias, que ce soit retail média ou médias traditionnels, en termes de reach, en termes de couverture de cible, etc. Et de se faire accompagner de l'agence, c'est une très bonne chose. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité d'un pitch Monde l'été dernier pour rajouter cette brique retail média. Et aujourd'hui, on a une agence qui nous propose des plans d'activation intégrés, incluant également cette partie bas de funnel, afin, encore une fois, de répondre à la problématique de la marque de la manière la plus agnostique possible, de l'endroit où je me trouve dans le funnel, avec vraiment un objectif d'efficacité. Alors vous, Sally, c'est un petit peu différent. Vous êtes plutôt dans la partie sales, du coup. Oui, tout à fait. Alors moi, je reporte... Ça montre bien à nouveau toujours cette dichotomie marketing-sales. Alors moi, techniquement, je reporte effectivement au directeur commercial. Et en fait, le point de départ de cette histoire-là, c'est de se dire qu'on fait partie de la partie stratégie d'exécution. Et donc, du coup, dans la stratégie d'exécution, notamment sur le point de vente, se rapporte aux sales. Après, dans mon quotidien, je pense que je passe 90% de mon temps avec les équipes marketing et 10% de mon temps avec les équipes commerciales. Ça se passe bien, même si vous n'êtes pas dans la même BU. En fait, je vois les conditions pour que ça marche bien, justement. Très sincèrement, si je me compare avec là où on est, la structure de Danone, je pense que nous, on est quand même un petit peu après, enfin un petit peu en retard. C'est très récent. Notre équipe Shopper Marketing, elle date d'1 an et demi. Donc on n'a pas tout à fait exactement la même maturité. Néanmoins, je pense qu'on a fait très vite le constat que le marketing, maintenant, il a 2 par an. Historiquement, il en avait un. Et c'était les responsables de marque. Maintenant, il en a 2. C'est le responsable de marque et le responsable shopper marketing. Et donc, on travaille de concert. Et effectivement, quand je rejoins, on a un trio permanent qui va être marketing, média et shopper marketing. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt dans le mindset la même chose, même si on est structuré différemment. Peut-être un point dans la manière dont l'équipe shopper marketing est structurée chez PepsiCo. On a 3 piliers dans mon équipe. Le premier qui va être le shopper marketing, et peut-être qu'on y reviendra, mais qui est vraiment très en amont sur... on se disait tout à l'heure, on ne dit pas la même chose à un shopper qu'à un consommateur, mais même au long du parcours shopper, on ne va pas forcément adresser le même message. Donc j'ai vraiment une équipe qui est dédiée à définir les bons touchpoints et les bons messages sur ces touchpoints. Après, le choix des activations, comment on articule avec les différents leviers shopper et comment tout ça
va s'encapsuler dans une stratégie globale marketing, donc avec les équipes marques, on va dire. Coordination, marketing, planning, un peu, on va dire. Exactement. En fait, très sincèrement, le shopper marketing est devenu stratégique quand il était tactique avant. C'est-à-dire tactique avant, c'était OK, on a de la promo, il faut de la PLV, ça c'est given. Et puis alors après, il me reste 100 000 euros, qu'est-ce que je peux bien faire? Tiens, je vais me demander si je fais pas du retail média. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on se met autour de la table, quel est l'enjeu de la marque? Et en fonction, comment on articule le média classique, le shopper média et tous les autres éléments qu'on peut vraiment adresser intentionnellement. Shopper marketing, shopper activation. Et le troisième, voilà, et mon troisième pilier, c'est customer, shopper activation. Pourquoi? Parce que c'est stratégique dans le plan des marques, mais ça peut être aussi stratégique pour nous dans notre construction de partenariat et de croissance chez un client. Et donc, on va avoir des opérations dédiées par client en fonction de nos problématiques X ou Y. Donc, on a vraiment ces trois pôles. Le tout étant au service de la marque, parce que voilà, notre enjeu, c'est d'obtenir la préférence de marque, mais divisé en trois étapes. Guillaume, dans l'équation Danone, on n'a pas mentionné les sales. Je crois comprendre que c'est un de vos enjeux, justement, aussi d'essayer de les impliquer plus, justement, dans la réflexion autour de ce que vous pouvez faire en magasin. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi dans les contreparties d'accords, il y a des assets médias disponibles et c'est un vrai enjeu pour moi, pour mon équipe, d'accompagner aussi les sales sur la compréhension des assets et dans le choix des assets qu'ils vont activer grâce aux contreparties d'accords. Et c'est un petit peu la troisième équipe de Sally qui fait ça. Chez nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'est pas encore tout à fait abouti sur le modèle. On a plutôt travaillé la partie plus branding, finalement, la répartition, awareness, considération, conversion. Voilà, comment est-ce qu'on voulait travailler à tous ces niveaux du funnel. Et après, dans la relation chez les clients, c'est un peu moins bon là-dessus. Il y a une chose pour le coup sur laquelle on bosse beaucoup, c'est accompagner les plans d'accélération, les joint business plans qu'on peut travailler avec certains de nos clients quand on a identifié des problématiques ou des enjeux ou des opportunités communes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà bien, mais il reste plus la partie activation des assets négociés dans le cadre des accords. Et les frictions, c'est quoi? C'est peut-être que le commercial, finalement, une fois qu'il a fait entrer sa référence dans le rayon, c'est qu'il soit moteur aussi pour vous aider à comment la mettre en avant, parce qu'il y a toujours ce sujet de on est là, mais il faut se mettre en avant. J'imagine qu'il y a aussi il y a un sujet de silo aussi côté retailer, en fait, parce que la régie, elle est rarement dans la même BU que l'acheteur, donc il y a quand même pas mal de cloisons à faire péter pour que ça... En fait, on parle de retail média et en fait, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. Moi, je viens des sales. C'est peut-être aussi pour ça que c'est plus simple de faire de l'activation shopper chez les retailers en étant marketing, mais en venant des sales, en ayant cette culture-là. Sauf que ça prend du temps de comprendre les KPIs médias, de comprendre comment ça fonctionne, de justement pas prendre activité par activité. On a mis fin aux campagnettes là-dessus parce que c'était un truc qui était hyper commun dans ce qui pouvait être fait et ce qui est encore fait parfois dans cet écosystème. Et à l'inverse, ce qui a été peut-être le plus compliqué avec les agences, ça a été également pour les agences qui, au départ, c'était des agences plutôt très médias, de comprendre quelles étaient les contraintes du trade. Ouais. Et c'est normal parce que c'est deux mondes qui doivent bosser ensemble aujourd'hui. Et donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est voilà, donc les contraintes du trend, il faut quand même préciser aussi qu'on en parle beaucoup dans la presse pro, mais le climat entre les acheteurs et les commerciaux, il est quand même de plus en plus tendu. Et j'imagine que ça ne facilite pas non plus derrière la bonne coordination sur ces opérations-là. Là-dessus, c'est assez frustrant parce que quand on commence à monter des projets avec un retailer et que le cycle des négociations arrête un projet sur lequel on bosse depuis 6 mois ensemble, 7 mois, 1 an ensemble, c'est hyper frustrant. Et après, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Effectivement, au sein des retailers, il y a quand même 2 offres de retail média qui sont vendues. Une par la régie, l'autre par les marchandises. La marchandise le vend au CAM, au Catman, qui n'ont pas non plus l'expertise pour l'acheter. Donc parfois, quand ils ont le réflexe, quand on se connaît, ils ont le réflexe de nous interroger. Et il n'y a pas non plus la même maturité entre le niveau des marchandises, ce qui est vendu par les marchandises et ce qui est vendu par la régie. Donc tout ça est en train d'évoluer très 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 vite, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, le constat, il est là. Et c'est pas évident. Vous vouliez dire... Oui, j'allais dire justement le troisième pilier de l'équipe chez Pepsi, qui est Customer, il est justement pour venir en soutien des équipes Catman qui n'ont aucune idée des enjeux shopper marketing et qui n'ont pas que ça à faire. Donc tout simplement, le principe, c'est de nous passer le relais en disant j'ai possibilité de faire des choix, lesquels dois-je faire? Et j'ai fait les choix,
peux-tu t'en occuper pour la transformation. Donc voilà, c'est vraiment pour faire parce que mon équipe va passer beaucoup de temps à justement évangéliser les enjeux qu'il y a derrière. Ouais. Et après, simplement, il faut se répartir les expertises et c'est pas la leur. Et donc, tout simplement, maintenant, c'est rebasculé chez nous. J'aimerais évoquer un autre sujet avec vous trois, c'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la disparition progressive de l'imprimé sans adresse, l'arrivée du Wipub et certains retailers qui disent qu'ils vont arrêter aussi l'imprimé sans adresse. C'est le sujet de la promotion personnalisée. Claire, aujourd'hui, moi quand je parle avec des industriels, des retailers, ils sont assez au taquet sur ce sujet de la promo personnalisée. Est-ce que vous avez commencé à vous pencher sur ce sujet-là et quelles sont les vertus que vous observez par rapport à cette pratique ? Alors, je crois qu'ils ont raison d'être au taquet parce que c'est une très belle opportunité. Nous, on est le nouvel acteur de tout le coupon omnicanal de Carrefour. Et aujourd'hui, on se rend compte, alors en étant avec de l'intelligence artificielle pour vraiment bien définir quelque part une espèce d'élasticité et une générosité, de se dire quand je fais des coupons, il y a une espèce de première approche qui est de se dire forcément le top générosité va être forcément le plus attractif, mais c'est pas forcément héroïste. On le sait si je sponsorise des achats ou autres. Donc là, c'est de vraiment bien définir l'élasticité des shoppers et de dire quelle est la valeur faciale d'un coupon et un effort demandé, un produit acheté, deux produits achetés, qui vont permettre de passer à l'acte d'achat, mais en maintenant forcément un ROI, un niveau de marge. Et donc du coup, c'est de la segmentation sur l'historique, l'affinité du consommateur à la marque, et derrière, on adapte la promotion, c'est ça ? C'est ça. Donc là, effectivement, grâce à la data shopper, à tout ce qui a été dit ce matin, donc l'historique des tickets de caisse sur les cartes de fidélité, mais pas que, avec de la data comportementale et autres, on arrive sur du multifacteur, sur des appétences de marque, l'appétence promo, les fréquences de passage dans l'enseigne, à être intelligent pour mettre des incentives à des consommateurs. Et dans les faits, il y a des cohortes qui ont une générosité moins importante que d'autres, qui performent plus. Donc ça, c'est un point important parce que la générosité, on parle aussi d'efficacité et de ROI. Ouais. Donc demain, la promo de masse, elle était obligatoire dans le prospectus. Donc là où je pense que c'est une belle opportunité, c'est de reprendre la main sur l'efficacité de sa générosité, cette promo personnalisée. Guillaume, c'est un de vos sujets ? Alors, oui, bien sûr, évidemment, comme je pense tous les industriels et tous les retailers, c'est les questions qu'on se pose tous. Oui, c'est un des sujets. C'est paradoxalement peut-être un sujet qu'on maîtrise mieux côté marketing via toutes les offres de couponing activables avec ciblage, etc. que côté sales qui sont censés peut-être préparer le coup de demain. Et donc ça, pour le coup, c'est un chantier qu'on a déjà pas mal initié pour cross-fertiliser les expériences pour préparer le futur. Vous avez déjà testé ou pour l'instant vous êtes en train de vous dire comment est-ce qu'on pourrait le déployer, ces dispositifs de promo personnalisés ? Non, on l'a déjà testé. Ouais. On l'a déjà testé à plusieurs reprises, mais plutôt avec jusqu'à maintenant avec des objectifs vraiment marketing, d'adresser le bon message à la bonne personne, au bon endroit, avec la bonne réduction de prix et avec cette possibilité, comme le disait Claire, d'offrir le bon niveau de générosité, ce qui fait qu'on peut finalement toucher plus de shoppers, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nos marques. Là, l'idée, avec la fin du prospectus, ça va être la mise à l'échelle. Parce que jusqu'à maintenant, c'est des campagnes qui ne font pas non plus la volumétrie business d'un gros track promo sur un Activia par 16 fruits. Sally, je vous voyais acquiescer. L'industrialisation et la mise à l'échelle, c'est un gros défi ? Oui, après, notre gros enjeu, en fait, notamment dans notre stratégie, c'est d'avoir la masse. En fait. Notamment, alors après, je ne sais pas, ça va dépendre des industriels, mais... on a un seul porte-monnaie, il n'est pas extensible, et après, il faut choisir où est-ce qu'on investit. Et du coup, systématiquement, chaque année, on rebat les cartes en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Et totalement, pour moi, l'enjeu côté shopper marketing, shopper activation, il est aussi d'apporter ces datas. Parce que autant sur d'autres dimensions, on est extrêmement armé sur des calculs de ROI, que ce soit sur de la promo classique, que ce soit sur du média classique, autant sur la partie shopper activation, shopper marketing, on est où on était plus pauvre. Et on a tout un train à rattraper pour qu'ensuite on soit considéré. Et c'est encore une fois l'enjeu d'être stratégique dans ce qu'on fait d'un point de vue marketing, point de vente. Et pour moi, il est là en fait l'enjeu. C'est quoi les piliers actionnables pour justement récupérer de la donnée ? La data. Mais comment on la récupère, la data ? Je sais pas, c'est mettre des plateformes de contenu en ligne, en magasin faire du couponing, c'est plutôt quoi les piliers d'acquisition de... Pour moi, aujourd'hui, ça va être vraiment pas tant de travailler des choses. Alors, moi, je suis pas responsable e-commerce, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Moi, je suis très carrelage. Donc,
concrètement, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir des partenaires et des partenariats, que ce soit avec des industriels ou avec des acteurs comme Média Performance, pour construire cette data. Ouais. Je pense que pour compléter, et puis Alexis l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on pour l'instant, on a toujours pensé déjà la data pour l'activation. On est en train de se dire que cette data shopper, elle a aussi un intérêt dans les insights, dans toutes les préparations des plans sur du long terme. Hein. Si on arrivait à avoir ce consommateur dans de multiples stimuli tout au long de l'année et de voir comment effectivement sa lifetime value vie et autres. Donc, on est dans une ère encore on grandit en maturité, on grandit en expertise. Et voilà, cette data, elle sert aussi à bien construire un plan d'activation shopper, omnicanal, multiformat. Et au départ, c'est cette data qu'on pensait jusque-là en activation. Elle est déjà en mesure et elle est maintenant en plus en insight de construction, quoi. Pour compléter, pour moi, elle est en insight. Elle est en ciblage pour la campagne, ce qui est quand même nouveau pour le shopper marketing. Elle est maintenant de plus en plus dans la mesure, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Et puis demain, ça sera la lifetime value. Merci beaucoup à tous les trois. C'est déjà le terme de cette table ronde. Merci.